Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, plein phare sur un Bordelais qui conjugue économie et écologie dans un lieu atypique à Bordeaux. Jean-Marc Gansil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier à avoir créé il y a 10 ans un lieu particulier à Bordeaux. Il s'appelle Darwin. Vous pouvez nous le décrire ? Oui, c'est difficile en quelques mots puisque c'est un lieu multiple avec beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui le fréquentent. On estime aujourd'hui à 1 million le nombre de personnes qui viennent nous voir pour y pratiquer du sport, pour se restaurer bio et local, pour travailler. 220 entreprises qui travaillent à Darwin, ça fait du monde. Et puis toujours des projets nouveaux qui attirent des touristes parfois, des citoyens toujours. Et on essaie de réinventer un peu l'économie, la façon dont on la pratique, les modes de travail aussi, qui sont les nôtres, dans un environnement très décloisonné où l'écologie a une place très importante. Plein phare sur Darwin, on va découvrir quelques images du site. Vous êtes installé sur un ancien terrain militaire sur la rive droite de Bordeaux. Vous avez réhabilité des bâtiments qui datent du 19e siècle. Vous pouvez nous décrire un peu justement cet endroit-là, c'est l'endroit de la restauration. Oui, ça c'est un peu le cœur battant, la halle jumelle comme on l'appelle, qui accueille le magasin général qu'on voit à gauche, qui est notre restaurant bio, le plus grand restaurant bio d'Europe d'ailleurs, paraît-il, d'après ce que nous a dit notre certificateur. Et puis aux étages, vous avez des lieux de bureaux qui sont très ouverts, partagés, où de très nombreuses entreprises, TPE, PME, indépendants, cohabitent autour de l'économie verte et créative, puisque leurs activités se situent généralement dans ces deux grands secteurs. Et il y a beaucoup de projets en commun, beaucoup de solidarité qui naissent aussi, d'emplois qui sont créés. C'est aussi l'enjeu. Tout ça en essayant de minimiser notre impact sur l'environnement et de réfléchir à notre rôle dans la ville. Comment est née cette aventure ? Tout a commencé il y a 10 ans, enfin Darwin a 10 ans, mais à la base, qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, c'est une aventure collective, évidemment. Philippe Barre, qui en est à l'origine, avait l'envie d'avoir un lieu dans lequel se croisent toutes nos convictions, se multiplient les projets, où se réinvente un peu la ville de demain. On s'y est attelé d'abord en binôme, lui et moi, et puis ensuite ça a grandi et aujourd'hui on est très nombreux, une grande équipe pour porter ce lieu qui aujourd'hui s'étale à peu près sur 4 hectares. Donc depuis 10 ans, effectivement, on a pas mal avancé, ça a été relativement vite même. On est installé sur cette friche, qui n'en est plus une, à cet endroit-là, depuis 5 ans. Et beaucoup de gens la fréquentent aujourd'hui, ce qui nous fait énormément plaisir. Vous le disiez, dans ce lieu se côtoient à la fois des entrepreneurs, mais également des associations, des sportifs, il y a des skateurs. C'est ce que vous appelez un écosystème. Oui, ce terme signifie qu'on est là en présence de plusieurs espèces, si j'ose dire, ou typologies de public qui vivent ensemble, qui collaborent le plus souvent, parce qu'on a mis ce terme au cœur de notre philosophie, la collaboration, la solidarité, l'entraide. Et puis le décloisonnement, la transversalité. Dans les écosystèmes aussi, il y a des niches écologiques, il y a différents types d'acteurs qui finalement sont d'autant plus résilients qu'ils s'entraident, en tout cas qu'ils se fréquentent, qu'ils s'apportent des ressources complémentaires. Et c'est un peu ça qu'on a voulu signifier. Vous êtes chargé de la transition écologique de cet écosystème. En quoi ça consiste ? Dès le début, au cœur du projet, on avait cette approche économique solidaire et la dimension écologique. Un petit peu dans l'incarnation, Philippe et moi, on portait chacun de ces deux pôles, même si en réalité, on partage fondamentalement ces deux volets-là. Et mon expertise m'a conduit à nourrir ce projet écologique de, je dirais, l'approche du quotidien, du concret, de la mise en place de nouveaux projets pour lui donner corps. Et effectivement, aujourd'hui, j'en suis un peu le garant et le responsable pour faire en sorte que systématiquement, lorsqu'on lance des nouveaux projets, que ce soit par exemple la nouvelle brasserie qu'on a créée, ou bientôt de nouveaux coworking ou des espaces de culture, on est toujours en tête l'impact écologique, l'empreinte qu'on peut laisser et le souci de la minimiser. Et ça, c'est ma responsabilité et j'y travaille avec de nombreuses personnes sur le lieu. D'accord. Vous avez toujours été attaché à la protection de l'environnement ? C'est un chemin de conviction. On en parlait beaucoup moins il y a 20 ans et bien, dans le grand public en tout cas. Les environnementalistes s'y attelaient déjà depuis pas mal de temps pour préserver les espèces, les lieux, les environnements fragiles. Aujourd'hui, on voit que c'est un souci mondial, très aigu, une urgence, un défi, le climat, l'extinction des espèces. Nous, à notre niveau, à notre échelle, humblement, on essaye de s'y atteler dans un contexte urbain qui est celui de Bordeaux et de la métropole, où on pense avoir aussi un rôle un petit peu de moteur à jouer sur ce sujet-là parce qu'il est encore très peu pris en considération par les acteurs classiques. Avant Darwin, vous travaillez dans la communication. L'aspect de la communication, c'est quelque chose d'essentiel pour faire passer un message écologique ? En tout cas, effectivement, c'est très important aujourd'hui de savoir utiliser et activer les bons leviers pour que des convictions soient partagées, pour que des
on va dire, réaliser un certain nombre d'enjeux soient bien pris en compte par un public très large, parce qu'on n'y arrivera pas seul dans notre coin. Il faut embarquer, il faut faire adhérer, il faut mobiliser, et bien sûr, la communication sous toutes ses facettes joue un rôle important. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé le bon niveau de curseur pour embarquer tout le monde. Preuve en est qu'aujourd'hui, il y a encore une certaine inertie sur ces sujets-là, mais on y travaille, et sans conteste à Darwin, notre passé avec Philippe de Communicant a aidé pour avoir, et je l'assume, une forme de marketing du lieu, mais un marketing responsable où le fond et la forme sont les plus cohérents possibles. La notoriété de Darwin n'est plus à faire à Bordeaux. Est-ce que vous avez des projets au-delà de la capitale girondine ? Oui, bien sûr. On est de plus en plus sollicité par des collectifs d'architectes, des porteurs de projets, des citoyens, beaucoup d'élus aujourd'hui. Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, même au-delà ? En Nouvelle-Aquitaine, mais au-delà, en France, voire même parfois en Europe, des personnes qui sont venues nous voir en délégation ou qui nous ont contactés pour essayer de comprendre la façon dont on avait créé ce lieu, qui, je le rappelle, est un lieu qui est globalement autonome, qui avance et qui se développe sans subvention publique, en tout cas pas dans son fonctionnement. Peut-être sur certains aspects innovants, on a pu bénéficier d'aides publiques spécifiques et très ciblées. En revanche, globalement, on travaille sur un modèle économique qui se suffit à lui-même. Et ça interroge, ça interpelle, surtout à cette échelle. Donc oui, aujourd'hui, on est sollicité, ou même nous portons des projets qui peuvent s'enraciner ailleurs, avec toujours le souci de faire avec les acteurs de ce territoire. Et surtout pas de franchiser un lieu comme le font des grandes enseignes internationales. On est complètement à l'encontre de cette approche, on va dire, de copier-coller. On veut s'approprier un territoire, comprendre comment il fonctionne et travailler avec ces acteurs systématiquement, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Et quelles sont les villes justement de Nouvelle-Aquitaine où il y a des chances de voir un nouveau Darwin éclore un jour ? Eh bien, on a 2 projets aujourd'hui dans la métropole bordelaise, donc ça reste encore relativement concentré ici, mais rien ne dit qu'à l'avenir on ne pourrait pas aller ailleurs encore, plus loin. Saint-Vincent-de-Paul, petite commune de la métropole rurale, en frange de métropole, avec de vrais enjeux de revitalisation du centre-bourg et avec une approche qui pourrait permettre de faire éclore une ville en transition sur notre territoire métropolitain avec des exigences très fortes. Et puis un projet, alors je ne voudrais pas le déflorer parce que tout n'est pas encore abouti, mais avec la ville de Senon, dont nous sommes de plus en plus proches. Climax, notre festival, il y a lieu dans quelques jours. Et avec Senon, là aussi, une ancienne friche industrielle, celle-là, pourrait être le lieu où devrait éclore un tiers-lieu d'un nouveau type. Plein phare sur cet événement Climax dont vous nous parlez justement, qui marque la rentrée de Darwin. La 3e édition a lieu du 7 au 10 septembre. On voit l'annonce faite de manière originale sur le site de Darwin. On va découvrir la photo où Climax comment vous dites ? Peu importe la prononciation. On voit les lettres remplies de canettes. En quoi consiste ce festival ? Alors on découvre là les lettres avec des canettes à l'intérieur. On parle d'écomobilisation, un terme plus ou moins heureux, en tout cas on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. C'est un festival de musique. C'est un festival, pas de musique justement, c'est un festival hybride où se mêlent art, culture, mais aussi engagement. Et on voudrait que cette mobilisation soit très identifiée aujourd'hui sur l'enjeu climatique, d'où son nom, pour fédérer toute la communauté de ceux qui veulent trouver des réponses à ce défi majeur de notre époque et sensibiliser le plus grand nombre au travers chaque année d'une thématique. L'angle, c'est le climat, et chaque année, on aborde le climat sous un autre aspect. Première année, l'océan. Deuxième année, la sortie des énergies fossiles et les migrations, qui en sont la conséquence de ce réchauffement. Et cette année, la transition alimentaire, puisque ce qu'on met dans notre assiette a un poids considérable sur le climat. Et cette transition alimentaire, vous allez proposer un gros défi aux festivaliers. Ça va être de manger sans viande. Exactement. Fini les saucisses frites. Fini la junk food pendant les festivals, c'est pas le vrai partout, on y mange de mieux en mieux de toute façon dans les festivals et c'est heureux. En revanche, pour un thème comme celui-là, la transition alimentaire et l'enjeu du lien entre l'alimentation et le climat, on a voulu être les plus cohérents possibles. On sait le poids carbone de l'alimentation carnée, on a voulu la supprimer de façon emblématique, un peu provocatrice, et faire jouer le jeu à la fois aux restaurateurs qui seront sur site et aux festivaliers qui consommeront sur place, et montrer qu'on pouvait trouver des alternatives tout à fait savoureuses, accessibles, et qui sont une vraie alternative, ça c'est incontestable, pour trouver des moyens de réduire notre empreinte carbone très simplement au niveau individuel. Quelles sont les affiches qui vont permettre d'attirer un public qui va devoir se préparer à devenir végétarien ?
Ah, les affiches, la tête d'affiche, oui, les artistes. Festival. Alors ça, c'est toujours très difficile. On aurait aimé effectivement avoir systématiquement des artistes qui adhèrent à la cause, qui la portent par leur production, par leur créativité, par leur création. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. On a bien sûr des artistes de renom national, international, qui vont être présents, qui vont attirer du monde. Et c'est ça l'enjeu, c'est de les faire venir sur un site où les festivaliers vont être soumis à tout un tas de messages subtils, pas forcément moralisateurs évidemment, pour leur faire prendre conscience. Il y aura des conférences, il y aura des ONG, ils vont pouvoir rencontrer des activistes, des militants. Ils vont pouvoir aussi ne pas forcément aller à leur rencontre, mais être sujet à des petits messages que vont porter parfois les acteurs, les artistes sur scène, parfois une signalétique ad hoc ou on va dire un aménagement particulier dans le parc Palmer. Si on prend ce site, on en a deux, Darwin et Palmer à ce nom. Voilà. Donc par cet ensemble, ce faisceau on va dire d'influence, on espère que progressivement les gens qui sont sur ce festival, qui prennent du plaisir, qui auront de l'émotion, auront aussi une forme de prise de conscience qui va progresser. En tout cas, c'est notre enjeu. Et parmi les têtes d'affiche non musicales, il y a un ministre, Nicolas Hulot. Il vous avait donné son accord avant d'entrer au gouvernement ? Il nous avait même donné son accord pour être le parrain de ce festival. Chaque année, on a un parrain un peu incontestable qui a toute légitimité à être à nos côtés, à être la caution de notre approche et de nos combats. La première année, c'était Hubert Reeves, on était honorés. Deuxième année, Edgar Morin, énorme pour nous. Cette année, Nicolas Hulot, dont on se sent proche, mais qui depuis a pris des responsabilités gouvernementales. Et puisqu'on ne mélange pas les genres et qu'on ne veut pas donner un côté partisan à ce festival, et qu'on veut surtout que ce soit le festival de la société civile et des ONG, eh bien entendu, il sera présent, il va revendiquer sa politique probablement, mais il sera confronté à un certain nombre d'activistes, d'associations, de citoyens qui attendent beaucoup, notamment de ces états généraux de l'alimentation qui ont été lancés et qui, pour l'instant, nous laissent un peu sur notre faim, si j'ose dire. Débat. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté. Vous avez d'ailleurs roulé avec pour nous rejoindre. Un vélo, c'est finalement l'équipement indispensable pour la crédibilité d'un écologiste ? C'est cohérent, je pense, surtout quand on est urbain et qu'on vit à proximité de son travail. Très beau vélo gris. Il est mon compagnon de tous les jours, effectivement, et c'est très agréable à Bordeaux de se déplacer en vélo, parce que la ville s'y prête, parce que la ville est belle, parce que, effectivement, quand on est écolo et qu'on habite à proximité, je ne vois pas de meilleure alternative au déplacement. Donc oui, c'est emblématique. Merci Jean-Marc Gansil. La lumière éclaire toujours la toile france3.fr pour revoir l'émission. Un geste écologique à présent. Plein phare, c'est terminé. La lumière s'éteint. À bientôt.